On connaît donc en ce mois de janvier le successeur de Christophe Lambert dans la série Highlander, prêt à couper des têtes en Écosse. Bonjour Frédéric Beigbeder. C'est moi. Voilà, Bonjour, bonjour. Votre 10e roman vient de sortir. Alors pourquoi Highlander? Parce qu'il s'intitule Une vie sans fin, c'est publié chez Grasset. Et cette fois-ci, vous partez en quête d'immortalité. Alors, il faut dire une chose, donc c'est une enquête sur la mort, sur la survie. Et je vous ai posé la question avant qu'on se voit, est-ce que c'est vraiment un roman ou une enquête d'ailleurs? Je crois qu'au départ, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais un sujet, simplement. J'avais la trajectoire de cet homme qui porte mon nom, qui quitte la télévision pour essayer de devenir éternel, qui rencontre des serveurs, des chercheurs. Mince. Pardon, des chercheurs dans le monde entier. Mais il se dit, il rencontre des serveurs aussi dans des bars. C'était une enquête au départ, c'est vrai. Je me suis documenté et quand j'avais ce matériau assez volumineux, des entretiens avec des généticiens, des biologistes et tout, j'ai quand même préféré en faire un roman parce que je pense qu'il y a d'autres dimensions dans cette quête. L'idée de ne pas vouloir mourir, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que Dieu existe, qui est-ce que j'aime, est-ce que j'ai pas envie de changer de vie. Et c'est l'histoire de cet homme qui se transforme, qui va quitter Paris pour aller vivre au bord de la mer, qui va découvrir un petit peu mieux sa fille. Il y a pas que le transhumanisme, comme ça a été beaucoup écrit. Un homme qui pourrait s'appeler Frédéric, par exemple. Oui, il s'appelle Frédéric et même, je vais vous dire, son nom de famille, c'est Beigbeder. Ah bah voilà. Voilà. Oui, avant, dans mes livres, je changeais les noms. Je mettais Octave Parango ou Marc Marronnier. Et puis, tout le monde me disait, mais c'est un livre autobiographique. Donc, maintenant, je suis plus honnête. Je mets mon vrai nom parce qu'après tout, il y a quelques éléments dans le livre qui sont fictionnels, mais autant être sincère jusqu'au bout. Alors il y a une chose, bien sûr, vous parlez donc de vous, mais cette quête justement d'immortalité, je crois que c'est la première fois. Alors je ne sais pas s'il y a un autre écrivain français qui l'a fait. Vous avez fait séquencer votre ADN tout de même. Oui. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de le séquencer, cet ADN? Oui, c'est-à-dire on peut prédire les maladies que vous risquez d'avoir. Il y a un certain pourcentage dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Bon, là, je m'en sors bien. La société 23andMe m'a annoncé que que je ne risquais pas d'avoir Parkinson ou Alzheimer tout de suite, en tout cas. C'est une technologie que les Américains utilisent beaucoup et qui est interdite en France, et je ne sais pas pourquoi. Alors finalement, quand on est écrivain, on se dit pourquoi rechercher ton immortalité alors que vous êtes peut-être les seuls à pouvoir y accéder avec l'Académie française? En fait, c'est pas complètement certain que l'Académie rende immortel, mais Ça vous intéresse, ça, il y a l'Académie française? il y a certains académiciens que j'aime qui nous ont quittés. Il y a beaucoup de sièges en ce moment à pourvoir à l'Académie française. Vous êtes candidat vous-même? Non, mais non, ça m'a fait beaucoup de peine. Par exemple, le départ de Michel Déon ou de Jean d'Ormesson, c'est des écrivains que j'aimais. L'immortalité, c'est pas vraiment le sujet du livre, hein, c'est plutôt la longévité. C'est-à-dire que les techniques, les biotechnologies C'est ça. prétendent pouvoir doubler ou tripler la durée de vie humaine d'ici à une trentaine d'années. Le problème, c'est de tenir pendant encore 30 ans. Donc, voilà. C'est un peu ça qui m'angoisse. D'accord. C'est-à-dire que ça vous angoisse physiquement ou intellectuellement? Les deux, je trouve que quand on écrit, vous avez parlé de l'Académie française, mais Oui. élargissons le débat. Ouais. La littérature, c'est un moyen de ne pas mourir. C'est une tentative complètement désespérée, absurde, pour éterniser des instants Et quand on lit de votre beauté. roman, on a l'impression que c'est la seule d'ailleurs. Oui, il y a ça. Il y a aussi un peu la famille, le fait de vivre une vie peut-être plus simple, plus calme, au contact de la nature aussi. Je crois que je deviens vraiment un vieillard complètement gâteux parce que j'aime, moi, regarder la mer, une pelouse, les nuages. Ça m'intéressait moins quand j'étais jeune. Voilà. Dans ce livre, vous l'avez dit aussi de vous, et vous évoquez à un moment votre remplacement à la présentation de l'émission Le Cercle sur Canal+. Oui. Et là, vous répondez à des questions de Jean-Marc Morandini. On sent une certaine douleur. Alors après cette interview, est-ce que vous avez vu de la lumière blanche au bout d'un tunnel après l'interview de Jean-Marc Morandini ou pas? Ah oui, c'est une expérience post-mortem assez brutale. Il y en a plusieurs, des near-death experience dans ce livre. On Oui, sent mais que c'est une souffrance là, hein, quand même, quand on lit. non, en fait, je m'amuse beaucoup, enfin, avec ce personnage parce que, évidemment, il me ressemble beaucoup. C'est même à peu près complètement moi. Mais en même temps, je fais d'autres choses qu'animer des émissions de télé. Et donc, moi, quand j'ai démissionné, ça m'a moins traumatisé que lui. Dans le livre, évidemment, c'est un type qui se rend compte qu'il fait le métier le plus éphémère qui existe. Animateur de télévision, si vous voulez, vous êtes au sommet, les gens vous voient dans cette lucarne, et en réalité, dès qu'on est viré, dès qu'on sort de la télé, on est complètement oublié le lendemain matin. Voilà, c'est aussi pour ça que ce garçon est assez extrêmement préoccupé par la durée de vie. La mise à jour de Frédéric Beigbeder, c'est toute la journée sur France Info.